Bonsoir, bienvenue. Donc cette petite rencontre avec Guillaume Lafleur, qui est directeur de la programmation et de la diffusion à Cinémathèque québécoise. Avec qui donc on vous propose cette rétrospective consacrée au cinéma direct québécois, en partenariat également avec l'ONF et avec la Cinémathèque du documentaire. Un grand merci encore Guillaume d'être avec nous ce soir, et un grand merci aussi pour nous avoir aidé à monter cette rétrospective, à faire les bons choix, on va dire, voilà, dans nos échanges, et puis d'avoir pu aussi débloquer certains films qu'on souhaitait présenter, mais aussi sur la construction de cette programmation, puisqu'on n'est pas resté sur le documentaire, mais aussi sur la fiction pour aller, mais on en discutera peut-être plus longuement sur l'influence. Ouais, c'est bon. Sur l'influence du documentaire, enfin voilà, pour entrer dans la définition du cinéma direct. Mais peut-être avant de plonger directement dans le direct, est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots, présenter peut-être un petit peu la Cinémathèque québécoise, son histoire. Bon, c'est peut-être un peu un peu l'histoire. Ça va être large. Ouais, voilà, très rapidement, mais quand même voilà pour nous situer, sachant que pour nous, donc je parle sous contrôle de Guy Claude qui est là, mais je sais que Toulouse et Québec, c'est une histoire aussi importante, voilà. Oui, ben c'est certain que pour enchaîner tout de suite là-dessus, lorsqu'on travaille à la Cinémathèque québécoise et qu'on commence à programmer des films et qu'on fait des recherches dans la base de données, on se rend compte qu'il y a eu des échanges et des acquisitions de plusieurs films très intéressants, dont on se retrouve avec des copies qui nous ont été données par la Cinémathèque de Toulouse. Et il y a eu donc, à une certaine période, sous la direction de Robert Daudelin à Montréal, un dialogue au long cours qui nous a permis de, encore aujourd'hui, bénéficier de copies de films. Par exemple, on en parlait plus tôt aujourd'hui, cet après-midi, Chapaka de Conrad Rooks, dont on avait une copie incomplète. Et on a pu avoir un tirage de la dernière bobine grâce à ce dialogue entretenu avec Toulouse. Donc c'est une copie complète qu'on a pu avoir vers la fin des années 70, je pense, et qu'on projette encore à l'occasion. Et que nous, on va projeter très prochainement au mois de mai, puisqu'il y a toute une saison autour de Moondog, et Moondog fait une apparition très très brève dans le film, mais c'est sa seule apparition cinématographique, donc on projettera le film à cette occasion. Oui, l'histoire de la Cinémathèque québécoise, disons, elle a été fondée en 1963. Au début, la Cinémathèque québécoise ne porte pas ce nom, c'est la Cinémathèque canadienne. À la fin des années 60, le nom va changer pour des raisons qui sont liées au contexte de l'histoire du Canada dans les années 60. Non pas que la Cinémathèque québécoise était forcément d'abord une cinémathèque dite nationaliste ou avec une sorte d'agenda, mais plutôt pour prendre acte de sa situation dans le contexte canadien, puisque, entre autres, une autre cinémathèque se développait en Ontario, Cinémathèque Ontario, et puis voilà. Auparavant, je dirais que la cinémathèque fondée en 63 est issue d'une forte émulation de ciné-clubs au Québec, et le fait est qu'il y a eu clairement un besoin d'avoir une adresse où il soit possible de voir des films sur une base régulière qui appartiennent au patrimoine cinématographique au-delà du contexte montréalais, canadien, québécois. Mais aussi, c'était le résultat d'un souci effectivement lié à la conservation de la production nationale.
avec très rapidement, sous l'impulsion de Guy Côté, qui est le premier directeur de la Cinémathèque, un souci accordé au cinéma d'animation, qui est quand même un cinéma qui a été très, très dynamique et qui l'est toujours à Montréal, entre autres compte tenu de la place qu'occupe dans le paysage de la production cinématographique montréalais, l'Office national du film du Canada, avec Norman McLaren, entre autres, que vous connaissez probablement, qui a fait la plupart de ses films marquants, en tout cas une bonne part de ses films marquants dans le contexte de la production des studios de l'ONF à Montréal. Donc une collection de cinéma d'animation qui se construit petit à petit, et aussi une place accordée au cinéma expérimental et progressivement au nouveau cinéma, puisque l'histoire de la Cinémathèque se construit petit à petit à Montréal en même temps que se déploie cette école du cinéma direct dont on voit les films maintenant. Donc 63, c'est précisément la date où est réalisé Pour la suite du monde, qui est peut-être le film emblématique de ce courant du cinéma direct réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault. Est-ce que tu l'as un peu évoqué, mais du coup c'est parce que les choses se mêlent, donc je ne sais pas dans quel ordre le prendre. Ma première question, ce serait est-ce que tu pourrais nous donner une définition du cinéma direct, peut-être pour mieux la défaire et peut-être pour mieux casser quelques mythes éventuellement. Et deux, parce que je pense que c'est lié aussi et c'est concomitant. Peut-être quelques mots aussi sur la situation politique que tu évoquais par rapport aussi à la création de la Cinémathèque, du changement de nom, mais qui est aussi très important, me semble-t-il, en tout cas, ce sont des sujets qu'on va retrouver dans le cinéma direct, et c'est pas forcément une histoire qu'on maîtrise ici. Donc, voilà, pour resituer peut-être aussi le contexte au Québec, à l'intérieur du Canada, toutes ces oui. Ces données. C'est sûr qu'il y a toujours, quand on se met à parler de courants liés à des cinémas nationaux, une volonté de voir quelles sont les particularités de ce courant. Tout à l'heure, on discutait du fait qu'il y a peut-être une politisation plus rapide ou immédiate de la production documentaire de type cinéma direct au Québec, si on compare avec ce qui se faisait en France ou aux États-Unis à la même époque. En même temps, c'est toujours difficile à dire, parce que le cinéma direct tel qu'il se fait au début des années 60 est évidemment synchrone avec tous les nouveaux cinémas. Ce qui se fait au Brésil ou même ce qui se fait aux États-Unis. C'est sûr qu'une cinéaste comme Shirley Clarke ou Cassavetes avec Shadows ont déjà au sein de leur film une illustration d'une réalité multiraciale qui fait en sorte que même si le sujet politique n'est pas ouvertement mis de l'avant, il y a une forme de politisation juste par les choix de casting, par le type de personnage, par le contexte social qui est représenté. Peut-être que puisque le grand courant cinématographique du début des années 60 au Québec est d'abord l'approche documentaire, il y a une politisation du social qui advient plus rapidement du fait de l'émulation. Tout le monde autour de l'école du studio français de l'ONF, mais aussi peut-être un peu du côté anglais avec le Candid Eye qui commence juste avant le cinéma direct, quelques mois avant, un an et demi avant. Donc il y a peut-être, du fait d'une communauté de cinéastes qui travaillent au même endroit, plus rapidement une prise de conscience de la portée politique des films qu'ils font, simplement en ayant à l'esprit la volonté de porter des films qui tiennent compte d'une réalité sociale qui touche peut-être de manière un peu spectaculaire des portions de la société sous-représentées. C'est sûr que c'est un souci, on l'a vu tout à l'heure avec Arthur Lamotte et les bûcherons de la Manoine. Donc, montrer des conditions de travail qui
n'ont pas leur place dans le monde du cinéma tel qu'on se le projette ou tel qu'on le conçoit. Donc cette espèce d'écran où le fantasme ou le rêve devient un peu une sorte de réalité pour la durée de la projection. Donc il y a un choix politique qui devient assez clair du fait que la représentation des réalités comme ceux des bûcherons, même des pratiques traditionnelles sur le point de se perdre, si on s'en tient pour la suite du monde, ou même les racketteurs. L'aspect ethnographique, plus rapidement, est rattrapé par une crainte qui est liée probablement aux enjeux politiques identitaires du Québec à l'orée des années 60. C'est-à-dire qu'une des places où le cinéma québécois peut se déployer avec l'espèce de pacte ou contrat fait avec l'Office national du film qui consiste à montrer la vie courante, ben, tout à coup, montrer la vie courante, ça veut aussi dire donner la voix à des individualités, à des communautés qui, normalement, ne se retrouvent pas à l'écran, dans un contexte où, surtout si on s'en tient à Montréal au début des années 60, le fait francophone est là, mais la présence de l'anglais est absolument dominante, écrasante, quelque chose qu'on a du mal, moi qui suis né dans les années 70, que j'ai du mal à imaginer, et les films faits dans les années 60 au Québec sont là pour me rappeler la situation. Et donc, je dirais une sorte de peur, peut-être en ce qui concerne Perrault, un mouvement qui n'est pas lié à la forme cinématographique, mais au sujet un peu conservateur, c'est-à-dire un souci de montrer ce qui est en train de se perdre, ou même de remettre en scène des pratiques, par exemple la chasse aux marsouins qui n'existe plus, si on s'en tient pour la suite du monde. Tout ça relève d'une crainte de la disparition, de la fin d'une époque, mais aussi de la... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et on peut aller dans toutes les directions avec... Hein oui, mais on peut partir dans toutes les directions. C'est très bien aussi. Et je vous rappelle si vous souhaitez intervenir, surtout de ne pas hésiter s'il y a des questions ou de rebondir ou demander des précisions, bien sûr, de demander la parole. Est-ce que du coup on peut essayer de partir, pour partir dans tous les sens, mais de partir d'une définition, d'une tentative de définition de ce contexte plutôt politique. Donc, qu'est-ce qui définirait le cinéma direct? Je veux dire, d'abord, est-ce que c'est d'abord une question technique, puisqu'en général on part plutôt de là, ou est-ce qu'il y a aussi une question esthétique qui peut se poser au-delà de la question du discours? Ben, le meilleur exemple pour répondre à ça, c'est pas pour rien que pour la suite du monde, Pierre Perrault et Michel Brault est devenu une sorte de canon, c'est ce film. C'est une co-réalisation. Il y a aussi Marcel Carrière au son qui généralement n'est pas crédité comme co-réalisateur, mais son apport est essentiel au film. Donc en lien avec toute cette synchronicité de l'image et du son. Donc Michel Brault est d'abord un grand technicien qui a aussi un intérêt pour la forme cinématographique, puisque il va devenir un réalisateur important. Puis c'est non seulement quelqu'un qui, au début des années 60, travaille avec Pierre Perrault, mais aussi avec d'autres cinéastes, en particulier Claude Jutras, qui est plutôt quelqu'un qui joue davantage avec la forme et qui a une maîtrise de l'écriture cinématographique que Pierre Perrault n'a pas, puisqu'il vient c'est un homme de radio et un homme de lettres. Donc René Bonnière d'abord, puis Michel Brault l'amène avec Crowley Film et l'Office national du film vers le terrain du cinéma.
Donc Brault, d'une certaine manière, si on s'en tient à cet exemple de Pour la suite du monde, juste pour essayer de réduire les choses puis essayer de comprendre ce qui se passe avec le cinéma direct au Québec au début des années 60, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le développement de la technique cinématographique pour rendre les caméras plus légères, plus mobiles, pour se permettre, dans le cadre d'un projet de film documentaire, de tourner dans des lieux qui sont en principe exigus, plus difficiles d'accès si on a un grand appareillage et une grande équipe, une grosse équipe de tournage. Ça devient difficile de rentrer dans une petite maison comme si on faisait un reportage, et puis s'assurer d'une mobilité, d'une cinématographie qui soit pas de l'ordre du plan fixe. Donc évidemment, c'est tout l'enjeu est là, créer une dynamique cinématographique qui fait de l'art documentaire une expression de la vie en mouvement. Et si on regarde un peu la correspondance de Brault, si on suit un peu l'histoire des développements des premières années du cinéma direct au Québec, on se rend compte que Brault est extrêmement impliqué dans ce que va devenir, avec les ingénieurs en France, la caméra éclair, qui va lui permettre, au début des années 60, d'aller dans cette direction du cinéma direct, au moment où Pierre Perrault a un projet qui est un projet plus idéaliste, de poète, d'écrivain et d'homme de radio, qui connaît des gens à l'îlot Coudre dans Charlevoix, qu'il avait déjà filmé dans la série Au pays de Neveu-France, qu'il avait déjà rencontré dans l'autre série radiophonique d'Au pays de Neveu-France. Donc ça fait des années qu'il travaille ce projet, qu'il maîtrise à fond. Il connaît les gens de l'île, il a écrit sur ce sujet, il écrit au même moment où il va faire ce film une pièce de théâtre qui se passe sur une île, dans un territoire qui ressemble à celui de l'île aux Coudres et à la région de Charlevoix au Québec. Donc il a cette vision et ce souci, cette vision presque mythique, aussi inspirée des écrits de Jacques Cartier, donc d'aller vers un lieu un peu originel où on pourrait reconstruire poétiquement et cinématographiquement ce qui est le fait français en Amérique du Nord. Et cette rencontre avec Michel Brault est déterminante parce que tout à coup, cette vision artistique qui n'arrivait pas forcément à s'arrimer à la technique cinématographique qui parfois relève un peu du témoignage figé ou de l'illustration documentaire avec René Bonnière. Là, soudain, cette rencontre Brault et Perrault permet une force de frappe cinématographique qui est un déclencheur et qui a une résonance immédiate, évidemment, puisque le film va être présenté au Festival de Cannes, va faire la couverture des Cahiers jaunes, Cahiers du cinéma. Donc, et ensuite, si on regarde un peu la résonance à l'international, au-delà de Cannes, c'est immédiat. Perrault va aller présenter le film à Beyrouth quelques mois après le Festival de Cannes. Brault va être aussi invité par Moscou pour aller présenter Pour la suite du monde. Les deux se partagent un peu les voyages pour accompagner le film. Donc c'est un moment clé où la technique rencontre la poétique. Puis ensuite, il y a d'autres cinéastes qui travaillent également autour de cette équipe. Je dirais que Perrault est un peu à part. C'est le côté écrivain et la théorisation de ce qu'il a envie de rendre compte par les films est déjà bien en marche au milieu des années 60. Et je dirais que c'est probablement aussi le cinéaste québécois qui, à cette époque-là, est le plus ouvertement et principalement préoccupé de la question nationale, avec à terme l'indépendance du Québec. Ouais, à ce niveau-là, cinématographiquement, il rejoint Gaston Miron, qui est le poète phare de cette époque. Et sur le son, parce que du coup, comme tu parlais on va dire l'aspect plutôt image, caméra, mais le son aussi, parce que c'est important, je peux nous dire quelques mots. Oui, tu veux dire le son spécifiquement Pour la suite du monde ou dans Non, le son synchrone, le Nagra qui du coup qui synchronisait avec avec la caméra, avec l'éclair coûtant, et du coup il y a une légèreté, on peut aller directement. C'est sûr que
Oui, c'est sûr qu'au même moment où le travail d'évolution de la technique avec la caméra se fait, notamment avec Brault, mais pas uniquement, mais principalement pour le studio français avec Brault, il y a Marcel Carrière qui est la personne qui travaille le son documentaire de manière à trouver toujours des solutions. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Il est toujours vivant. C'est un ruisseau d'anecdotes pour expliquer les solutions qu'il a pu trouver à un moment ou l'autre lors de tournages très divers pour faire en sorte que on puisse arriver à la synchronie. C'était quand même le projet partagé par ces trois artistes sur le film Pour la suite du monde, arriver à une sorte d'œuvre synthétique. C'est toujours un peu l'idéal du cinéma aussi. Je suis parti sur un mot-clé, idéal. J'arrête pas de dire ça là, depuis 10 minutes, là, mais l'idée de faire une synthèse des arts, mais aussi créer des effets de réel. C'est clair qu'à ce moment de basculement dans la pratique cinématographique documentaire au début des années 60, Marcel Carrière au Québec joue un rôle essentiel, au sens où il est toujours en train de trouver des solutions. Après ça, je ne suis pas technicien, donc j'en parle de manière un peu impressionniste. Ouais. Et la Nagra joue un rôle fondamental là-dedans, évidemment. Oui, parce que j'abonde en fait sur cette question d'idéal, parce qu'il me semble que le cinéma aspire justement à cet idéal de rendre compte du réel ou d'attraper une réalité. Il y a différentes façons de travailler cette question du rapport au réel ou de la réalité ou d'une autre réalité à attraper. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, enfin du coup que ce soit au Québec, mais comme en France ou comme aux États-Unis ou comme enfin au Brésil ou dans d'autres pays, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois qu'on a du mal à se rendre compte aujourd'hui de la révolution que ça a pu être en fait d'avoir des caméras légères et de pouvoir aller au contact et rendre compte peut-être enfin de la vie vraiment des gens, d'avoir ce rapport direct finalement au sujet qu'on filme. Et ne plus être simplement dans le commentaire qui arrive en post, parce que enfin aujourd'hui cette question on se la pose plus vraiment, et encore que je pense qu'elle est toujours quand même d'actualité, parce que tu parlais d'effet de réel, il y a toujours cette question de où est l'effet de réel et donc où est le vrai réel, parce que quand on parle d'effet, on peut se poser la question de la fabrication, voilà, est-ce que le réel est fabriqué, etc. C'est sûr que si on sort un peu de la surface puis de l'idéal du projet documentaire cinématographique typique comme Pour la suite du monde, on est forcément ramené à l'écriture du film. À quel moment ça se fait, l'écriture du film? Surtout quand on a quelqu'un comme Pierre Perrault qui est sur le terrain, qui est un écrivain. À quel moment il s'approprie le film, au fond, à part le moment, puis c'est le conflit ensuite qui s'est développé au fil du temps entre Brault et Perrault autour de la propriété intellectuelle de Pour la suite du monde, qui était plutôt porté par Brault, parce que effectivement Perrault maîtrise absolument le discours qu'on peut dire sur ce film. Et Brault sera surtout quelqu'un qui viendra expliquer par moult anecdotes comment le film s'est fait. Donc, il y a deux ateliers. Il y a l'atelier de l'écrivain qui fait le film, puis il y a celui qui est, si on veut, au turbin, directeur photo et preneur de son, Marcel Carrière, pour que le film advienne. Sauf que, et c'est ce que Pierre Perrault disait souvent, le film, pour lui, se fait au montage. Donc, comment on écrit un film dont on n'a pas fait la direction photo quand il s'agit de Pour la suite du monde, où c'est tellement important? Tout simplement en ayant une conception du montage qui passe par la parole. C'est sa grande force. Et Pierre Perrault, pour tous ses films, à compter de Pour la suite du monde, va systématiquement, et c'est complètement fou, à mon avis, retranscrire tout ce qui va avoir été enregistré, filmé à l'écrit. Okay. Donc ça veut dire des cahiers, noircir des cahiers et des cahiers pour non seulement décrire ce qui est filmé, ce qui n'est pas si important pour lui, mais plutôt trouver les phrases
qui comptent et qui vont prendre le dessus sur la qualité technique d'un plan, par exemple. Qu'est-ce que cette personne va dire à ce moment-là? Ce qui fait qu'il n'y a pas de chronologie. Puis plus la cinématographie, plus la filmographie de Pierre Perrault avance, moins il y a de chronologie. Et c'est évident dans Le règne du jour qui est présenté plus tard, là, je crois. Est-ce qu'on montre aussi, l'Acadie? Okay. Ouais. Donc, c'est des films qui, de plus en plus... La bête lumineuse. Oui, puis La bête lumineuse. Ce sont des films qui cassent avec la synchronicité. On n'est pas dans un enchaînement d'actions, on est plutôt dans une suite de tableaux qui fonctionnent logiquement. La chaîne fonctionne dans la mesure où ce qui est dit dans le plan précédent a une résonance dans le plan qui va suivre. Et la parole est au cœur du travail de montage que Perrault met en place. Donc là, c'est sûr que le moment de montage, c'est l'arrière-scène où l'idéal du documentaire implique un travail de fond au niveau de l'écriture. Et un autre grand artisan du montage, dans une approche très, très différente, c'est Gilles Groux, qui était le monteur de ces films, mais qui travaillait aussi au montage de plusieurs films du cinéma direct. Ouais. Ouais, donc c'est les deux grands concepteurs, je dirais, de l'art du cinéma direct au Québec dans les années 60. Et ça implique qu'évidemment, les principes du direct, tels qu'énoncés généralement, avoir un accès au mouvement de la vie, tout ça, tout ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, là j'essaie de me rattraper, parce que c'est l'effet que certains films donnent. Mais ce mouvement-là, on réussit à le capter parce qu'évidemment, on passe des heures en montage. Et pour la suite du monde, je n'ai pas en tête le nombre d'heures qui ont été tournées, mais c'est typique du documentaire de l'époque. Là, évidemment, on est en pellicule, donc on tourne probablement un peu moins que maintenant, mais c'est minimum 40 heures. C'est 40 heures de retranscription. Ouais, c'est énorme. Est-ce que... pardon, si vous avez des questions? Est-ce que pour aller plus loin, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire aussi, peut-être dans l'histoire du documentaire, puisqu'on est d'accord, ça part vraiment, c'est le documentaire et le terreau, mais le documentaire, du coup, c'est aussi l'Office national du film, l'ONF, et c'est aussi Grierson, donc qui vient aussi d'Angleterre et qui avait déjà aussi, on parle des années 30, donc années 30 et 40, on n'était pas dans un rapport, on n'était pas dans le cinéma direct, mais il y avait quand même aussi déjà ce côté social qu'on pouvait retrouver dans ces films anglais. Voilà. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a déjà, une influence? Est-ce que Grierson, par exemple, je me pose cette question. Est-ce que sa figure, tout ce qui a pu amener avec lui, était aussi un terreau pour que le direct puisse éclore? C'est sûr que la figure de Grierson est fondamentale pour tout le développement de l'Office national du film du Canada, jusqu'au moment où il n'est plus là, où il n'est plus dans le décor. C'est quelqu'un qui a donné son impulsion à l'Office et qui a été carrément socialiste, pour ne pas dire communiste. Donc, qui avait une vision du cinéma comme outil de prise de conscience sociale et politique. Et c'est là, dès les débuts de l'Office national du film du Canada, et bien que ce soit pendant quelques années un outil de propagande plus typique des modes de fonctionnement de production gouvernementale dans le monde, c'est-à-dire que l'Office national du film commence à produire de manière importante au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc une fois qu'on sort du contexte de guerre, quel rôle on donne à l'Office? Si la prise de conscience ne concerne pas la guerre, elle devient carrément liée au terrain où les films se font. Et c'est clair qu'il y a une logique qui mène du rôle de Grierson au début de l'ONF à 24 heures ou plus de Gilles Groux, qui est un film d'extrême gauche qui va réaliser à la fin des années 60 et qui est tout à fait raccord avec les films
très politique de Godard à la même époque. Il n'y a pas de hasard. Puis en même temps, Grierson est aussi quelqu'un qui est tout à fait ouvert à des pratiques diverses de cinéma, donc pas seulement le documentaire, mais aussi le cinéma d'animation. Et dans ce contexte-là, c'est lui qui va faire venir, qui va inviter Norman McLaren au Canada pour venir faire des films d'animation qui sont parmi les joyaux du cinéma, non seulement d'animation, mais dans certains cas du cinéma expérimental mondial, parce que dans la mesure où l'Office national du film du Canada est une société d'État, et de toute évidence, le cinéma au Canada, il y a une caméra qui va enregistrer tout ce que je dis, peut difficilement tenir s'il n'y a pas un soutien étatique compte tenu de la population, du public local. C'est sûr que si on s'en tient juste à l'industrie du cinéma au Québec, telle qu'elle est aujourd'hui, le cinéma populaire québécois qui s'exporte très peu, qui ne gagne pas de prix dans les grands festivals, qui est simplement destiné au marché local, qui peut très bien fonctionner mais ne peut pas être rentable, implique un soutien de l'État. Ça, c'est comme ça depuis le début. Évidemment, le soutien de l'État existe absolument en France. Je dirais que l'Office national du film du Canada sa création est la condition qui a permis l'existence d'un cinéma national au Canada et au Québec. Et donc, l'enjeu lié à la représentation de la communauté, à la réalité des gens qui vivent sur le territoire canadien, qui est extrêmement vaste, extrêmement varié, contrasté, contradictoire, a été rendu possible par l'Office. Et logiquement, Grierson est la personne qui a pu théoriser ça. Et après, c'est assez incroyable que cet organisme-là ait pu exister en laissant et continuer à exister en laissant une telle place à la créativité et en faisant en sorte qu'il puisse encore y avoir une production qui ait sens pour le Canada et pour le public étranger une fois la guerre terminée. Ouais, c'est assez fabuleux. Mais Grierson est à la source et je dirais que jusqu'à la fin jusqu'au milieu des années 70, sa figure est une figure tutélaire qui aura influencé durablement la production. Et du coup, pour venir alors là au direct et on va dire aux grandes figures que tu as déjà évoquées, est-ce que est-ce que c'était des personnes qui travaillaient ensemble? Est-ce que on parlait d'école? Est-ce qu'on peut parler d'une école, d'un mouvement, ou est-ce que c'est des personnes qui se retrouvent à un moment, qui peuvent avoir des contacts, mais qui font un petit peu chacun leur film de leur côté et avec des aspirations différentes? Je pense, pour prendre un exemple bête qui correspond un peu à l'époque, la nouvelle vague, puisqu'on parle de la nouvelle vague. Mais la nouvelle vague, entre Godard, Truffaut, Chabrol ou Rohmer, c'est des films complètement différents. Est-ce que au sein même de ce qu'on appelle le cinéma direct québécois, voilà ma question, c'est du coup, est-ce qu'il y a un vrai mouvement et avec des allers-retours entre les uns les autres, et où est-ce qu'il y a des individualités fortes et des distinctions qu'on peut faire, des singularités, comme par exemple Groulx et Perrault. Je sais pas, je te laisse. Oui, non, c'est bon. Tu peux continuer, ça me donne le temps de réfléchir. C'est une bonne question. Il y a plusieurs manières de répondre à ça, puis ça devient un peu... on peut avoir plusieurs avis sur la chose, mais j'ai envie de prendre l'exemple, comme tu le fais, de la nouvelle vague, parce que c'est vrai qu'au départ, on peut quand même... sans trop tricher avec la réalité, parler d'une bande au Cahier du cinéma, avec probablement Robert, même certainement Rohmer comme figure tutélaire et Bazin. Et donc les gens se côtoient, ils travaillent ensemble. Truffaut, dès qu'il a de l'argent, il aide par exemple à ce que Rivette puisse faire Paris nous appartient. Bon, Truffaut a aidé Claude Jutras aussi à faire un court-métrage à la même époque.
c'est aussi la personnalité de Truffaut. Chabrol a fait de l'argent avec son film, avec Le Beau Serge, etc. Ça a aidé à ce que les autres films se fassent. Donc c'est sûr qu'au départ, il y a une cellule qui est peut-être une cellule de crise, là, parce qu'il faut s'en sortir, puis essayer d'avoir une place qui va permettre que les films existent. Mais ensuite, ça devient plus compliqué parce que chacun a ses préoccupations. Là, ça devient la vie courante qui nous rattrape, puis les positions politiques de chacun. Par exemple, l'évolution politique de Godard qui passe de quelqu'un de très à droite, pas artistiquement, mais au niveau du propos, sa misogynie immense et sa ses sympathies pour le colonialisme, pratiquement. C'est l'ambiguïté politique du petit soldat, tout ça. Bon. Son évolution fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des ruptures. Et je pense que, même si le contexte est très différent, il y a ce type de rupture aussi au sein du cinéma direct. Ça, c'est clair. C'est peut-être moins violent. Et on n'a pas un clash comme Truffaut-Godard dans le contexte québécois, mais il y a des gens qui ne se parlaient pas ou qui se détestaient. Typiquement, Pierre Perrault était très polarisant, mais ça devient des histoires des enjeux entre personnes et des histoires d'ego. Je pense qu'on s'en sort pas. Si on regarde des choses de manière très, très pragmatique, au-delà des films qui se sont faits et qui a travaillé avec qui, c'est clair que entre l'œuvre de Claude Jutras et celle de Jean-Pierre Lefebvre, il y a pas, qui sont tous les deux présents dans ce cycle, il n'y a pas nécessairement terrain d'entente. Jean-Pierre Lefebvre, dès le milieu des années 60, dès la sortie d'À tout prendre de Jutras, qui est donc le moment où l'influence du cinéma direct se fait ressentir dans la production de fiction au Québec, avec aussi une référence à Jean Rouge, puis donc une évocation très claire de l'école du documentaire qui se développe en même temps. Jean-Pierre Lefebvre, qui par ailleurs participe à leur jeune critique de ce mouvement de mise en valeur du cinéma direct, va être absolument virulent à l'endroit de À tout prendre dans les pages de la revue Objectif, qui est un peu l'équivalent des cahiers à l'époque, dont s'occupe également Robert Daudelin, qui va plus tard diriger la Cinémathèque québécoise. Donc, Lefebvre, si on lui demande aujourd'hui encore ce qu'il pense d'À tout prendre, il va répéter pratiquement mot pour mot ce qu'il avait dit. Donc, dans le cas de certains cinéastes, le clash était dès le départ. Et il y a une volonté pour plusieurs de tracer leur ligne et Lefebvre va créer sa propre compagnie de production qui s'appelle Sinac. Dès le début, c'est un cinéaste indépendant, donc il n'est pas... Plus tard, il va devenir producteur à l'ONF, mais il n'est pas spécialement impliqué à l'Office national du film. Arthur Lamotte va créer sa propre structure de production. Tout le monde, à partir du milieu des années 60, veut quitter l'Office. À part Pierre Perrault, qui s'en sort très bien à l'Office, puis qui rayonne à l'international sans problème, mais il ne veut pas faire de la fiction. Donc, Et pour quelle raison du coup, pour des raisons d'indépendance, mais j'ai cru comprendre pour des raisons que quand même d'indépendance, pour Lamotte, c'est plus compliqué, mais Lamotte voulait faire également de la fiction. Il est surtout connu comme documentariste, mais il a fait quelques films de fiction. Le premier, c'est en 66, Poussière sur la ville, donc c'est quand même assez tôt. C'est sûr que le premier mouvement de rupture avec l'ONF, c'est parce que Claude Jutras, Gilles Carle, Lamotte, Brault voulaient faire... Pierre Patry, qui est oublié un peu maintenant, mais qui a été déterminant dans ce mouvement, ces gens-là veulent faire de la fiction. Une fiction qui est largement abreuvée par l'esthétique du documentaire qui se développe, mais à l'époque, il n'était pas question de faire de long métrage de fiction à l'ONF, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? On va développer un star system, on va travailler avec des acteurs, on est dans l'esthétique, l'enjeu social qui est au cœur du développement de l'ONF depuis les années 60, ou même l'expérimentation qui peut avoir un alibi parce que c'est un travail de recherche, dans la mesure où tout ça est financé par le gouvernement. En tout cas, les justificatifs se perdent lorsqu'il vient le temps de créer un cinéma de fiction plus standard, narratif, qui pourrait être
finalement une proposition de divertissement pour le public. Donc c'est cette idée de divertissement et de fiction qui est plus ou moins le résultat des films qui se sont faits à l'époque en fiction, mais cet aspect-là va faire en sorte que les cinéastes vont devoir quitter l'ONF, créer leur structure. Il y avait quand même quelques exemples, par exemple. Ça devient plus dur aussi, donc la compétition entre cinéastes se développe, et quand le cinéma québécois commence à proposer des œuvres de fiction fortes, je dirais à partir de Jutra, qui est un peu le coup d'éclat, Le Chat dans le sac est un détournement de commande de l'ONF. Voilà, c'est ça que c'était la question là que je voulais te poser, c'est que du coup il y a eu aussi quelques exemples comme ça de détournement, détournement de fonds, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, un budget qui était prévu pour faire un film documentaire et au final on en fait autre chose, qu'on en fait un film de fiction. Oui, ou La vie de Léopold Z de Gilles Carle qui clôt cette rétrospective. En principe, c'était un documentaire sur la ville de Montréal lorsqu'il y a une tempête de neige. Et puis finalement, c'est devenu une fiction long métrage, sans nécessairement que les instances productrices à l'ONF soient mises au courant de la chose. Donc ils ont été mis devant le fait accompli, le film était terminé. Donc ça suppose qu'il y avait une grande liberté à l'ONF pour que ces choses-là puissent se faire. Ouais. Mais tu le fais pas trop souvent. Donc passer... après, tu crées ta propre boîte de production, parce que de toute façon, tu peux plus le refaire. Tu vas avoir la visibilité que te permet le véhicule fabuleux qu'est l'Office national du film du Canada, mais après, il faudrait peut-être voir ailleurs, aller voir ailleurs. C'est un peu ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a une compétition féroce, parce qu'on tombe dans le privé, il n'y a pas de système de production privée qui se met clairement en place en cinéma au Québec et qui soit viable avant cette période. Donc, ce sont des pionniers de la production privée de cinéma de fiction. Et à ce moment-là, tout le monde travaille un peu pour soi. La compétition entre anciens collègues prend le dessus, et puis ensuite, les thématiques, les obsessions, les préoccupations de chacun fait en sorte qu'à un moment donné, par exemple, certains cinéastes commencent dans l'école documentaire, puis ils vont finir dans les années 70 par faire des comédies grand public, très vaudeville, sans aucun enjeu esthétique. Donc c'est sûr que ces cinéastes, quelques cinéastes en particulier qui vont prendre cette trajectoire-là, vont être un peu en rupture avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas, mais il n'y a plus cette camaraderie qui était là au début, lors des premiers films. C'était du coup, tu t'anticipes en fait, parce que c'était ma question suivante sur justement l'évolution, quelle pouvait être l'évolution historiquement du mouvement, donc à la fois est-ce que un essoufflement ou partir vers autre chose, ce que tu viens d'évoquer là par exemple, ou un durcissement aussi pour aller peut-être dans une forme beaucoup plus de radicalité, par exemple. Je sais pas, est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça part dans tous les sens aussi parce que c'est d'abord des individus, ou est-ce qu'on peut déterminer comme ça un sens de un mouvement, si je puis dire, du mouvement, quoi, avec un départ, un pic, et à un moment donné peut-être un arrêt. Ouais, c'est sûr qu'il y a des lames de fond, puis la manière dont les documentaires se font au Québec au début des années 60 via l'ONF va largement influer sur l'esthétique des films de fiction qui se développeront dans les années subséquentes. Si on regarde Les Ordres de Michel Brault, qui est probablement son film de fiction le plus intéressant, qui est une mise en scène du moment où la loi des mesures de guerre est appliquée au Québec suite au mouvement de Front de libération du Québec qui a kidnappé un ministre. Donc c'est sûr que si l'armée débarque dans la ville et qu'on veut en faire un sujet de fiction, on est dans la continuité de ce qui a déjà été fait dans les années 60 via le documentaire. Pour La Suite du monde, c'était ni plus ni moins qu'une remise en scène
de la pêche aux marsouins qui n'avait plus cours au début des années 60. Ouais. Donc la notion de mise en scène dans le documentaire est extrêmement présente dans de nombreux films, non seulement parce que le cinéma direct dans sa forme pure qu'on évoquait au début, donc qui serait une sorte d'idéal de représentation du mouvement de la vie, etc., ne se peut pas dans les faits, parce que techniquement, il y a un moment d'écriture au montage qui change tout. Mais il y a aussi le fait que tous ces cinéastes viennent, je dirais peut-être à l'exception de Claude Jutras, qui a commencé pratiquement en faisant des courts-métrages expérimentaux, ou de fiction expérimentale, ou carrément influencé par Cocteau de la première époque, là, Stand Up Poète. Si on accepte Jutras, c'est quand même le cinéma, le cinéma documentaire avec voix off, dont on a montré des exemples tout à l'heure dans la projection avec Au Pays de Neuve-France et puis Les Bûcherons de la Manoine de Lamotte, qui est la source à partir de laquelle les documentaristes ont développé le direct. Donc il y a toujours cette écriture qui est là quelque part et qui implique un travail de mise en scène. Je pense que je réponds plus à la question, mais... Oui, c'était du coup, non, c'était justement de l'évolution. On pouvait, enfin, s'il y avait une évolution dans le mouvement, ou est-ce qu'il fallait le prendre par individualité, finalement, soit dans la radicalité, ou soit finalement de faire autre chose, comme si c'était une école et que ça permettait de faire ses premières armes, et puis pour finalement ensuite faire autre chose. Enfin, ma question, c'est en gros, est-ce qu'il y a une politique, une éthique, voilà, une politique du cinéma, qu'on parle de politique d'auteur, qui passe par l'école documentaire et donc qui va ensuite essaimer jusque dans la fiction, mais jusqu'à quel point, et est-ce que ça s'essouffle, où on va dans une autre forme de radicalité, presque jusqu'au manifeste, par exemple, quoi. Je pense à Grou, par exemple, quoi, qui va que tu comparais à Godard, parce que c'est très proche, quoi, quand même, dans sa façon de travailler. Voilà, c'est cette question de le mouvement, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il est, on peut parler de mouvement et d'une intégrité presque dans le mouvement, ou est-ce que est-ce qu'à un moment donné, finalement ça explose, ça se termine de sa belle mort. Voilà, c'est cette idée. Oui. En fait, comme je le disais, il y a plein d'individualités. Chaque cinéaste phare du mouvement du cinéma direct prend des trajectoires particulières. Ça finit par faire en sorte qu'à un moment donné, l'écart est immense entre la ligne de départ et l'arrivée. Mais en même temps, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas faire un récit lisse de ce courant-là. Il y a un moment fort où plusieurs films du même type sortent et ça frappe les esprits au-delà du contexte où les films sont produits, de telle sorte qu'on peut ici, encore aujourd'hui à Toulouse, parler de l'école du cinéma direct, parce qu'il y a vraiment une communauté d'esprit, puis des liens esthétiques évidents, des techniciens aussi qui travaillent d'un film à l'autre, les films se répondent entre cinéastes. C'est certain qu'il y a ça à un moment donné. Ensuite, il y a des cinéastes qui prennent des trajectoires particulières, mais il y a des arrêts et des recommencements. C'est sûr qu'il y a une influence au long cours aussi des films qui se sont faits au début des années 60 qu'on voit dans les films qui se font maintenant. Puis il y a des trajectoires aussi qui sont assez emblématiques d'une évolution à ce niveau-là, d'une évolution du cinéma direct vers la fiction et des changements de trajectoire. Tu sais, un cinéaste qui incarne ça absolument, c'est Denis Arcand, qui commence très très jeune à faire des films. Son premier film qu'il co-réalise, seul ou avec d'autres, est fait grâce au soutien de Michel Brault et de Gilles Groux qui fait le montage. C'est financé par pratiquement, on peut le dire comme ça aujourd'hui avec la caméra, détournement de la caisse de l'association étudiante de l'Université de Montréal, qui est dirigée à l'époque par Bernard Landry, futur premier ministre du Québec. Il est décédé il y a quelques mois, donc feu Monsieur Landry. Ce qui est certain, c'est que donc Arcand fait ce film qui va aller à Cannes tout de suite. Il y a début vingtaine, 23 ans, je pense. Ouais.
il est dans une sorte de fiction documentaire. C'est presque le film qui, en même temps qu'à tout prendre, marque la ligne de démarcation entre ce qu'est le documentaire et le cinéma de fiction. Donc complètement dans une école cinéma direct, un peu nouvelle vague. Bon, tout ça, ce sont des esthétiques assez proches. Ouais. Et ensuite, Arcand, qui fait des études dans l'histoire à l'Université de Montréal, va devenir un documentariste. Il va le faire ses preuves à l'Office national du film du Canada. Et au début des années 70, il se retrouve dans une situation qui est la même que Gilles Groult, même s'ils ne sont pas de la même génération, et Gilles Groult est une sorte de figure tutélaire. Donc les deux verront leur film interdit par l'Office national du film du Canada parce qu'ils sont politiquement allés trop loin aux yeux de la société d'État. Le film d'Arcand, c'est On est au coton, donc qui est une représentation des conditions de travail dans les usines de tissus, de textiles au Québec. Et ça devient une sorte de brûlot politique. Pas si éloigné de ce que la mode fait, mais la pression dans Les Bûcherons de la Manoine, qui était produit par l'ONF, mais la pression politique est telle sur l'ONF suite à la réalisation de ce film que le film sera interdit. Et grâce à la Cinémathèque québécoise qui avait conservé la version originale, le film existe encore. Mais ça fait en sorte qu'ensuite, Arcand va prendre une toute autre direction et partant d'une position qui est synchrone avec celle des syndicats au début des années 70, va remettre en scène son travail sur On est au coton dans un film de fiction qui n'est pas son plus connu du milieu des années 70 qui s'appelle Gina. Et va détourner ce film qui se passe en région avec une équipe de documentaristes qui rendent compte des conditions de travail dans une usine, etc., pour en faire finalement une sorte de film qui est à la lisière du polar et du drame, et qui est aussi un film d'action vers la fin. Donc il incarne tout à fait ce moment de basculement. Évidemment, c'est un film qui est financé par le privé. Là, on est encore dans une forme de critique sociale, mais très, très distancée, esthétisée, découpée. Ça fait penser un peu dans les partis pris de mise en scène avec son frère qui joue un des rôles principaux, le frère de Denis Arcand, Gabriel Arcand, qui ressemble absolument physiquement à Denis Arcand à l'époque. C'est cette idée de jouer entre fiction et réel, mais sur une base qui est plus proche de Fritz Lang ou de Jean Eustache que de Jean Rouch, là. Et puis après, l'évolution politique de Arcand, ce sera d'aller davantage vers la fiction et avoir un propos qui ne relève plus du tout, maintenant qu'il a 70 ans passés, de ses partis pris de gauche. Donc il est assez caractéristique de ces trajectoires qui sont passionnantes, mais qui ont une sorte d'infléchissement implacable au fil du temps, où on voit les films des années 60, on voit ceux des années 2000 du même réalisateur, et on ne peut absolument pas reconnaître la signature. Ouais, il y a un moment de basculement comme ça. Et ça incarne assez l'évolution de la production d'une bonne partie du cinéma québécois. Ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que Arcand renie ce qu'il a fait à l'époque, pas du tout. Mais il a complètement évolué. Et les positions, comme beaucoup de cinéastes, mais Godard c'est un exemple, mais presque dans le sens contraire. Hein. Les positions ont changé radicalement. Mais ça veut dire aussi un autre rapport à la production et à la manière de financer les films et à l'objectif qu'on se pose en lien avec un projet de film. C'est quand même fondamental. Du coup, ça devient plus alors, est-ce qu'on peut dire que ça devient plus un projet de film qu'un projet de société, et que exact. Oui, il y a un basculement dans la fiction, parce que la représentation de la société québécoise telle qu'elle est présentée dans les films d'Arcand est une pure représentation au service de la fiction.
Et ça peut être divertissant, mais c'est pas du tout l'approche documentaire qui était préconisée dans les premiers films qu'il a réalisés. Et est-ce que, comme tu parlais d'influence aussi, donc du cinéma direct jusqu'à aujourd'hui. Donc si on parle par exemple du documentaire, comme il y a Jean-François Kessy qui viendra aussi au mois de mai, et on présentera trois de ses films. Il me semblait que ça correspondait, qu'il pouvait y avoir des correspondances. Est-ce que du coup est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que du coup dans le documentaire, dans le documentaire et le jeune documentaire québécois, il y a justement encore cette présence tutélaire finalement du cinéma direct, de ce qu'il a pu amener. Ben, c'est sûr que je pense que Jean-François Kessy, c'est un très bon exemple. C'est un cinéma de l'observation. C'est peut-être marqué par plein de choses qui se sont faites dans le documentaire depuis les années 60, puis pas uniquement au Québec. Donc, il n'y a pas une aussi grande volonté de mouvement ou de prise à bras-le-corps de la vie telle qu'elle se déploie autour de soi. On prend davantage le temps. Je pense qu'on sent un peu plus, puis ça, j'en ai jamais discuté avec Jean-François, mais peut-être une influence du cinéma d'observation qui relève parfois de la fiction. Je pense à certains films de Yazanke qui sont à cheval entre fiction et documentaire, en particulier un film comme Plateforme qui observe ou Still Life qui est davantage entre la fiction et le documentaire. Donc c'est sûr qu'il y a un travail esthétique chez Jean-François Kessy qui rend ces films plus proches, c'est pas des tableaux vivants, mais plus proches d'une posture de cinéaste qui serait également spectateur de ce qu'il voit. Ce qu'il nous transmet, c'est également sa posture de documentariste en tant que spectateur d'une réalité où il n'est pas forcément acteur. Il y a une sorte de détachement. Il y a un autre documentariste dont un des films vient de sortir d'ailleurs ici, qui est Philippe Lesage, qui a réalisé Genèse récemment, qui a été présenté à Locarno, qui est un film de fiction qui a un bon succès critique un peu partout, mais qui auparavant a réalisé 4 longs métrages documentaires qui clairement peuvent être considérés comme en résonance avec l'histoire du cinéma direct. Puis c'est sûr, on en parle régulièrement. Il y a un film qui se passe dans les hôpitaux qui peut être en dialogue avec le film de Dufaux, À votre santé, qui s'appelle Ce cœur qui bat. Mais encore là, on est davantage dans une sorte d'observation qui est différente de ce que fait Jean-François Kessy, mais on est quand même dans des zones assez voisines. Et sans avoir trop réfléchi sur la question, parce que maintenant, les modes de production du documentaire font en sorte qu'il n'y a pas vraiment une école documentaire. C'est vrai que la posture observatrice est devenue plus radicale, plus déterminante pour expliquer le point de vue du documentariste dans les films québécois des dernières années qui sont marquants, que dans la production des années 60, où il y avait aussi l'idée de porter un projet, ou de représenter une réalité à laquelle s'identifiait le cinéaste. Ouais. Il y a une sorte de détachement comme ça, qui est très très intéressant, qui est pas cynique, qui est pas misanthrope, qui peut être tout à fait humaniste, mais avec une volonté c'est-à-dire qu'il y a toujours de décalage. Ouais, c'est ça. Il y a la présence est là, mais elle est aussi revendiquée, mais moins intrusive, si je sais pas si c'est le bon terme, qu'on peut avoir dans dans le cinéma direct, où c'est à la fois enregistrer le direct, mais avoir une prise aussi, une prise directe sur le réel, me semble-t-il. Oui. Puis je pense aussi à un collectif qui va peut-être être réactivé, qui est plus ou moins laissé en plan pour l'instant. Le collectif s'est défait, mais ça s'appelle Épopée.
Et c'est un groupe, en fait, ils aiment qu'on dise plutôt groupe que collectif, qui a réalisé une série de films dans la foulée d'un premier long métrage qui avait été produit à l'ONF. Et là, c'est intéressant parce que c'est il y a seulement quelques années et l'ONF avait tenté de bloquer la sortie du film, donc ça fait pas si longtemps. Et là, c'était sur la condition des prostitués masculins dans un des quartiers du centre-ville de Montréal, avec des témoignages à visage couvert, mais extrêmement saisissants. Un des enjeux du film était la durée. Donc, l'accumulation de témoignages crée un effet plus saisissant pour le spectateur, mais parce que aussi il faut endurer le temps qui passe, là, puis les répétitions. C'est pas un film extrêmement long, mais qui fait plus de 2 heures. Donc, ça partait de là. Il y a eu d'autres films qui travaillaient sur la même trame autour de ce quartier de Montréal qui est le Centre-Sud. Et il se trouve qu'en 2014, est-ce que c'était en 2014? En 2012, il y a eu donc ce qu'on a appelé le printemps érable, avec le jeu de mots typique québécois, là, paix sans rire. Donc ces mouvements étudiants qui sont devenus carrément des mouvements sociaux partout dans le Québec, qui ont été assez importants, en particulier pour la génération qui avait début vingtaine à l'époque, mais nous aussi, parce que c'était suite à plusieurs mandats d'un gouvernement libéral qui commençait à être de plus en plus exsangue. Et il y a eu une sorte de colère, mais extrêmement enthousiaste, inventive, iconoclaste, qui s'est déployée dans la rue sur des mois. C'était assez incroyable. Et le groupe Épopée a fait un film sur... en fait, ils ont filmé toutes les manifs de Montréal. Il y en avait dans d'autres villes au Québec, mais toutes les manifs de Montréal ont été filmées. Et ils ont fait un montage de ça, qui dure 2 heures, et qui présente parfois en salle de projection, mais aussi en installation. Typiquement, la version installative consiste à placer un mur qui n'est pas un des murs de l'endroit où la projection a lieu. Donc, tu places un mur qui bloque pratiquement l'entrée. Et puis, tu as un effet de mouvement de foule pendant environ 2 heures. Et c'est sans commentaire. Et c'est toujours le même type de plan. Mais parfois, on suit certaines personnes, mais ça reste extrêmement doux, un peu plus participatif peut-être que les exemples de Casey ou de Lesage que je viens de donner, mais absolument passionnant. Et dans la mesure où, là, le spectateur se retrouve dans une situation pratiquement immersive, sans qu'il y ait de point d'ancrage particulier sur un élément du film plutôt qu'un autre. Encore là, c'est l'effet d'accumulation des manifs qui crée le film. Et c'est assez passionnant. Et en même temps, ça correspond aux conditions techniques rassemblées pour faire un film de cinéma direct. Sauf qu'on a l'impression d'un tableau vivant qui défile sans arrêt. Qui est tourné, mais là, pour le coup, c'est tourné quoi, en vidéo, enfin en numérique? Oui, c'est en numérique. En fait, tous les exemples que je donne sont tournés en numérique, oui. Ouais. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Attendez, je vous amène le micro. Bon, merci beaucoup, monsieur. Je voulais vous demander quel était l'avantage, quel était l'intérêt du cinéma Gaumont. Je ne connais que les 3 films qu'on vient de voir. Oui. Quel était l'intérêt du cinéma Gaumont de faire une commande de l'un des 3 films? Je ne sais plus lequel c'est. Oui, ben en fait, c'est une série sur les trains. Ah oui, sur le train. Oui, qui a été commandée par Gaumont à divers cinéastes à travers le monde. Et il se trouve que Lamotte a été approché. Il était quand même très connu. D'abord, il était français. Il avait son réseau français, mais il est devenu très connu avec Les Bûcherons de la Manoine, qu'on avait présenté juste avant, qui a fait littéralement le tour du monde. C'est un des films phares de cette période du documentaire au Québec. Et donc,
Ouais, il a eu cette commande qui lui permettait d'aller tourner dans le Grand Nord. Je pense qu'il y avait, avec ce train qui va dans le Labrador, alors qu'il n'y a pratiquement plus de route praticable. Je crois que c'était... et je parle, hein, c'est une impression, je ne suis pas sûr de mon coup, mais c'est fort probable qu'il y a une dimension un peu exotique, l'attrait du Grand Nord qui a facilité que la commande soit faite à Arthur Lamotte. À l'époque, Arthur Lamotte ne travaillait plus à l'Office national du film du Canada, donc il était à l'affût de toutes sortes de commandes qui pouvaient l'intéresser. Et l'implication de Gaumont se situe à ce niveau-là, c'est simplement saisir une opportunité et essayer de faire le film qu'il veut avec les contraintes de durée et les contraintes techniques qui viennent avec la commande. Oui, on a une série actuelle sur Arte, un train. Ah oui. C'est un peu pareil, quoi. Mm. Oui. C'est vrai. Oh, merci. La deuxième question que je voulais vous demander, c'est avec du recul, bon, apparemment à cette époque-là, d'après les 3 documentaires, la population indigène indienne n'est pas du tout assimilée, intégrée dans le cinéma en tous les cas. Enfin, bon, je sais pas, peut-être. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que 50 ans après, il y a un mouvement d'intégration comme ça, enfin d'ouverture de votre école aux autochtones indiens? Oui, ben en fait, ça a été progressif, mais si je m'en tiens à l'exemple de l'Office national du film du Canada, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pendant longtemps, il y a eu des cinéastes qui étaient permanents à l'Office national du film du Canada, qui avaient leur bureau. C'est une réalité qui n'existe plus, c'est-à-dire que les cinéastes vont travailler dans les studios de l'ONF lorsqu'ils ont un projet de film, mais ils ne sont pas permanents, comme Pierre Perrault l'était, par exemple. Il en reste une, c'est Alanis Obomsawin, qui est une cinéaste documentariste absolument extraordinaire, Abénaquise, donc qui est autochtone, francophone, qui est également une chanteuse remarquable dans la mouvance folk. Et donc, je dirais que l'intégration des cinéastes au sein de l'ONF, c'est fait progressivement. Ça passe surtout par les anglophones. Alanis Obomsawin a fait plusieurs films en anglais. Elle était à l'aise dans les 3 langues, en fait. Et par ailleurs, il y avait d'autres cinéastes qui ont fait des œuvres remarquables à partir des années 70, mais il y avait une section autochtone spécifique vers la fin des années 70 à l'ONF qui impliquait aussi Willie Dunn, qui était également un chanteur-réalisateur passionnant, et quelques autres. Donc, il y a des initiatives qui ont commencé à partir des années 70. Il est évident que pour les artistes autochtones québécois, c'est plus compliqué qu'ailleurs au Canada anglais, dans la mesure où il y a une double couche d'assimilation anglais-français. Et ça fait en sorte que, historiquement, il y a beaucoup de malentendus entre la communauté majoritaire francophone et les autochtones liés à cet enjeu de majorité linguistique. Et le phénomène d'intégration est devenu assez complexe au fil du temps, et c'est pas du tout réglé. Les efforts de revendication des communautés autochtones et les créateurs, artistes autochtones hors Québec sont, à mon sens, d'après ce que je peux observer, beaucoup plus actifs. Et c'est, sans dire que c'est plus facile, il y a davantage d'espace et d'écoute à leur endroit. Si je fais une rétrospective des films d'Alanis Obomsawin à Montréal, je ne ferai pas ça le comble. À Toronto, c'est une star.
Donc il y a des enjeux politiques qui sont assez compliqués, qui ne sont pas du tout réglés au Québec en ce qui concerne les communautés autochtones, mais c'est sûr qu'il y a une prise de conscience générale depuis, je dirais, le début des années 2000, mais très fortement depuis quelques années en ce qui concerne la situation des communautés autochtones qui est extrêmement préoccupante. Bon, je voulais vous dire que nous, on a vécu dans le mythe canadien, la cabane au Canada et tout. C'est documentairement un peu refroidi. Donc, vous voulez dire que vous vivez dans ce mythe, puis on est en train de le déconstruire? Ah, parfait. On est là pour ça. Ça sert à ça, justement. Oui, exact. Attendez, j'arrive. Oui, bonjour. Alors, je vous remercie parce que moi, j'ai lu le bouquin de Marsolais en 84. Oui. Donc, je me suis intéressée, je crois que c'est à partir de Cassavetes, oui. Quand j'ai lu des articles sur Cassavetes, qu'on faisait référence au cinéma direct, et que, du coup, je me suis intéressée à Vertov, enfin, à Flaherty, pour les ancêtres. Peut-être ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots des Américains pendant ce temps-là, c'est-à-dire Richard Leacock, etc., oui. De l'école cinéma direct ailleurs. Et est-ce qu'on peut voir des prolongements dans le cinéma de Frédéric Wiseman de l'influence du direct ou dans certains documentaires de Varda, Agnès? Ouais, il y a plusieurs mondes dont on devrait forcer la rencontre, peut-être, si je réponds bien à votre question. Varda, je vais commencer par les Américains. C'est sûr qu'il y a des liens il y a des liens assez concrets avec Leacock et les Québécois, ils se connaissent. Il y a des réalisateurs ou des directeurs photos qui vont aller travailler aux États-Unis. Je pensais à Guy Bourmans qui tient la caméra sur les bûcherons de la Manoine de Lamotte, qui va travailler quelque temps avec des cinéastes qui sont très proches du groupe autour de Robert Kramer aux États-Unis qui font Newsreel. Je crois que c'était le nom. C'est le nom du groupe. Hein. Donc, ils sont principalement des films pamphlétaires liés à la lutte des droits civiques, réalisés notamment sur les campus américains, etc. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des liens naturels. En fait, Michel Brault rencontre tous les cinéastes documentaristes qui vont compter pour ce qu'on appelait aux États-Unis le cinéma vérité, lors du séminaire Flaherty à la fin des années 50 en Californie. Donc, il y a des ponts, et puis sur le plan esthétique, c'est sûr. Je dirais que pour Wiseman, la représentation de l'institution, qui est des fonctionnements institutionnels, qui est le sujet principal de ces films, les hôpitaux, l'armée, l'hôtel de ville, la justice, etc. C'est représenté notamment dans le film de Dufaux qui va être montré plus tard, qui est presque le pendant québécois de Hospital de Wiseman. Donc c'est sûr qu'il y a un cinéma, je pense à Dufaux, il y en a d'autres aussi. À votre santé, à votre pour santé. donner le titre pour pouvoir... Exact, oui, pardon. Donc c'est sûr qu'il y a un cinéma qui se développe au Québec, peut-être plus dans les années 70, autour de la représentation de l'institution. Ouais. C'est pas un courant fort, mais c'est sûr qu'il y a des liens avec Wiseman qui étaient largement diffusés. Il y avait un distributeur Cinéma Libre qui avait dans son catalogue tous les films de Wiseman qui étaient largement diffusés au Québec pendant des années. Et ces films sont toujours présentés régulièrement, comme ici d'ailleurs.
Et par exemple, Varda, puisque Madame Oui, évoquait oui. aussi du coup Varda, parce que en général on parle plutôt de Rouge, voilà, cinéma direct, cinéma vérité, mais du coup. Ouais, j'essaie de penser à un film. J'ai bien envie de parler de Varda, mais faudrait que j'ai un exemple qui fonctionne. Mais c'est sûr que il faudrait que je pense un peu. La particularité du cinéma de Varda documentariste est telle que ça me gêne un peu d'aller coller une comparaison. Au niveau du documentaire, c'est sûr qu'il y a un cinéaste en particulier qui est un des plus intéressants, toujours actif au Québec, qui s'appelle Robert Morin, qui a joué dans une bonne partie de sa production et encore aujourd'hui à brouiller les cartes entre le vrai et le faux. Je le dis parce que Varda a pratiquement inventé le terme de documentaire. Qui est utilisé par tous maintenant. Et Robert Morin est un cinéaste qui a fait ça avec des petites caméras bien avant la vidéo, parfois en 8, grossi. Je pense à un film fabuleux qui s'appelle Le voleur vit en enfer, qui est en partie des images un peu liées ce qu'on pourrait appeler le home movie ou le film de famille, donc des images tournées depuis un appartement, parfois pour montrer la rue, des images filmées depuis la fenêtre d'un appartement, des espaces vides dans un appartement, et tout ça avec une voix qui est en fait un enchaînement d'enregistrements avec une téléphoniste et une incompréhension entre quelqu'un qui se cherche un emploi et la personne qui lui répond, qui est un fonctionnaire. Donc, il y a cette espèce de jeu entre un travail documentaire réel, qui est le fait d'aller capter des réponses d'une téléphoniste fonctionnaire et toute la rhétorique qui vient avec ça, et en même temps, ni plus ni moins qu'un jeu, puisque on est dans une sorte de fiction qui n'est pas... c'est ça, on est dans une sorte de brouillard, puisque la situation matérielle du cinéaste au moment où il fait ce film n'est peut-être pas si facile non plus. Donc, on est entre l'autofiction et le documentaire. Après, je sais pas. Ça devient un cauchemar, donc ça bascule dans la fiction. Après, je sais pas, pour venir à Varda, je sais pas si c'est une réponse acceptable, ou en tout cas, mais d'essayer de répondre, c'est que peut-être elle avait quand même peut-être plus de rapport avec les Américains, parce que quand même elle a fait des films aussi sur les Black Panthers. Ouais. Donc je crois, enfin me semble-t-il, je pourrais dire qu'elle a peut-être plus de rapport avec les documentaristes engagés, plutôt américains que québécois. Mais en même temps, j'ai envie de dire, parce que c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure, que aussi Demy enseignait à UCLA en même temps que Michel Brault. Que Claude Jutras. Que Claude Jutras. Oui. Donc peut-être aussi et avec toutes les connexions aussi en France, ils se connaissaient de toute façon. C'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr. Puis Agnès Varda est venue souvent à Montréal, encore il n'y a pas si longtemps. Donc oui, il y avait des liens, mais dans les films, ça devient un peu plus. Dans une esthétique, une approche, je ne sais pas si. Il y a peut-être un exemple qui m'échappe, là, mais ça ne va pas de soi. C'est ce que je peux dire. Bonsoir et merci d'être venu nous parler du cinéma québécois. Moi j'avais une question pour reprendre en préambule ce que disait Franck pour planter le décor. C'est que c'est presque un miracle cette arrivée du cinéma direct québécois. Enfin, on est à la fin de l'âge d'or d'Hollywood, les studios vont mourir, la télévision apparaît et c'est en grande partie à cause, pas qu'à cause de la télévision, mais le cinéma direct arrive à ce point là, à l'intersection de la mort de quelque chose, de l'arrivée de quelque chose,
c'est quand même extrêmement fort, extrêmement puissant. Il y a, moi, dans les films que j'ai vus, une ivresse de la liberté. On sent dans l'air, à travers la caméra, cette ivresse d'aller tourner vers les gens. Il y a une puissance poétique extrême dans ces films. Et, vous êtes mitoyen de l'Amérique, les studios Hollywood, vous disiez, vous vous sentiez écrasé tout à l'heure par la présence américaine, etc. Oui, ben, je veux dire anglophone aussi, parce que c'est le contexte canadien. Anglophone, etc. Mais la puissance du cinéma d'Hollywood, etc., l'arrivée de la télévision, ces gens-là étaient imprégnés de tout ça, ces créateurs, les gens dont vous parliez, qui ont lancé le cinéma direct, etc. Quels ont été les rapports avec Hollywood et quels ont été les rapports avec la télévision? Est-ce que la télévision a produit des films? Est-ce qu'elle a aidé à l'apparition de ce cinéma direct? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est sûr que le rôle de la télévision est déterminant parce que le moment où il y a une lame de fond de la création cinématographique qui se développe au Québec correspond à l'avènement de la télévision que tout le monde a dans son foyer pratiquement. Donc c'est sûr qu'au début des années 60, on est déjà dans une période où il y a eu quelques initiatives de production en sous-traitance de petits films pour la télévision depuis le début des années 50 par des réalisateurs, producteurs qui n'arrivaient pas à faire de long métrage. Dans le contexte de production qui est celui du Québec hors ONF, où effectivement le marché de la diffusion du cinéma est largement le marché domestique américain. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est-à-dire que littéralement le Canada est traité comme un marché domestique par les Américains. Donc on a absolument très peu de facilité à imposer quoi que ce soit que vous pouvez imposer en Europe en ce qui concerne Netflix, en ce qui concerne le monopole des salles. C'est très difficile, c'est vraiment difficile et ça date des débuts du cinéma américain. Donc ils ont une force de frappe incroyable, puis ils ont besoin, évidemment, l'argent que les studios font avec la diffusion massive de leur cinéma sur le territoire canadien est incomparable avec ce qu'ils peuvent faire avec un autre pays qui a la même densité de population, pas la même densité parce que c'est très éparpillé au Canada, mais la même population hors de l'Amérique du Nord. Donc il y a trop de règles, il y a trop ces frontières liées à l'absence de route. Il y a une route directe. Donc on est vraiment traité comme un marché domestique et c'est très difficile de sortir de là parce qu'ils sont d'une agressivité, d'une force de frappe incroyable. Tous les gouvernements se cassent les dents. Donc ça veut dire que, puis compris avec Netflix récemment, donc ça veut dire que effectivement le Québec est dans une situation particulière qui était assez enviée et l'est toujours, je dirais, par le milieu de la production anglo-saxon ailleurs au Canada, puisque la différence, c'est aussi la possibilité d'un accès très courant, relativement facile avec le cinéma venu d'Europe, en particulier le cinéma français. Il y a une plus grande diversité culturelle au Québec et à Montréal dans l'après-guerre, à partir de l'après-guerre, surtout les films qui ont été faits pendant la guerre et un peu avant déboulent sur les écrans. Les films de Cocteau sont découverts et sont traités évidemment comme ici, comme des films populaires. Donc évidemment, les Cocteau, Renoir, même les derniers Renoir avant qu'ils partent aux États-Unis, tout ça avait une visibilité au Québec. Et on se retrouve avec des copies qui datent dans nos archives. Et ces films-là n'avaient pas de visibilité à ce point ailleurs au Canada, à cause de la barrière linguistique. Et sans compter aussi les intérêts de petits distributeurs qui ont un accès au cinéma français et se développe une distribution de niche qui rend peut-être plus facilement accessible le cinéma international. Donc ça a aidé, je pense, au développement d'une cinématographie différente dans le contexte nord-américain,
Mais il ne faut pas négliger non plus l'axe Montréal-New York, qui est déterminant. New York n'est pas loin. Et Claude Jutras, Michel Brault, les autres vont très régulièrement à New York voir des films. Fellini va présenter un film pour une première américaine à New York. Ils vont aller essayer de le rencontrer, de faire une entrevue avec lui. Ça, c'est dans les années 50. Donc, il y a des liens. Je parle du cinéma expérimental, par exemple. Claude Jutras connaît Maya Deren. Personnellement, ils vont l'inviter à Montréal. Donc, il y a des liens avec la production d'un cinéma différent, qui n'est pas uniquement documentaire, qui est très très fort. Et c'est sûr que c'est déterminant. Et il y a un lien immédiat entre le développement des ciné-clubs, mais c'est un peu pareil en France à une autre échelle, dans les fin années 40 jusqu'au début des années 60, et l'éclosion d'une cinématographie différente. Ouais, c'est lié aussi au contexte géographique, c'est-à-dire qu'il y a un lien plutôt côte est que côte ouest, quoi. C'est Absolument. Plutôt voilà, la production d'un cinéma indépendant qu'on va retrouver à New York plus qu'Hollywood. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans le cinéma québécois au moment du cinéma direct? Je veux dire, en même temps, on tournait comme disait dans les cahiers, et pourtant il tourne. Donc, c'était quoi la production à ce moment-là, cinématographique En dehors de l'ONF, tu veux dire? Oui, voilà, ou en dehors du cinéma direct, donc ou d'une école documentaire. C'était quoi la fiction, par exemple, ou en dehors de l'ONF? Qu'est-ce qui se faisait? C'était c'est une période, c'est intéressant parce que ça devient une période assez pauvre pour la fiction. Il y a des initiatives de studios qui se concentrent sur la fiction dans les années 40-50. Et ce sont des films assez figés. Certains réalisateurs viennent de France ou sont passés par la France et sont venus travailler ici. Je pense à Fedor Rozep, qui est un Russe qui a commencé dans les années 20, qui a fait des films en Italie, en France. Il a fini sa carrière au Québec pour réaliser des films qui étaient également diffusés en France. Donc, c'était ce type de production-là et des adaptations théâtrales. Donc, de spectacles qui avaient eu un grand succès, notamment de théâtre populaire, comme La Petite Aurore, l'Enfant Martyr, qui est une mise en scène d'un fait divers autour d'une enfant battue, qui est carrément une sorte de mélodrame ahurissant, qui était un immense succès de théâtre, inspiré d'un fait divers et qui est devenu également un très grand succès de film et emblématique de ce type de cinéma qui se réalise dans les années 50. Et il y a une initiative qui est un peu plus étonnante, c'est Gratien Gélina, qui était un metteur en scène, un dramaturge, qui a créé sa propre boîte de production, qui était passionné par le cinéma, qui s'était même ouvert un bureau à New York. Il essayait vraiment de développer un volet de production cinéma à partir de son travail d'homme de théâtre. Et il a réalisé quelques films aussi qui ont eu un certain succès parce que c'était une grande vedette à l'époque. Mais c'était financièrement peu viable, en fait. Oui, c'était des initiatives personnelles, à peu près toutes dans le cas de Gélina. Est-ce que du coup ça veut dire que le cinéma québécois naît avec le cinéma direct? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, non. Je veux dire, parce que nous on le connaît. On connaît à travers le cinéma direct, mais il y avait quand même... Non, il y a des initiatives de fiction qui remontent au début du siècle, début du XXe siècle. La plupart des films sont perdus, c'est ça le problème. Il y a des films muets qui se sont faits, parfois commandités par des médias, par exemple le journal La Presse finançait certains films, souvent inspirés de faits divers. On a encore les scénarios, mais les films ont disparu. Je voulais dire naître, pas... je parlais des débuts. Oui, voilà. Non, mais moi je voulais dire naître avec une singularité, une présence forte. Voilà, il n'y avait pas autre chose avant. Il y a pas. Après coup, on a découvert.
Après coup, on découvre des initiatives qui sont très intéressantes. Et puis, il y a un pionnier comme Léo-Ernest Ouimet qui est vraiment intéressant, qui était à la fois exploitant de cinéma, réalisateur de films d'actualité, qui était une personnalité à Montréal. Mais ça, on est dans les années 10. Après ça, on a trouvé des initiatives après coup où les historiens de cinéma continuent à découvrir des choses. Mais c'est vrai qu'à partir des années, fin années 50, c'est là où il y a des auteurs qui émergent. Il n'y a pas à proprement parler, j'ai nommé Garcia Angelina, c'est un peu avant, il y a on peut dire que c'est un auteur, mais au sens où on parle d'auteur dans le monde de la critique et de la cinéphilie, avec un style absolument reconnaissable, innovant. C'est pas avant le cinéma direct. Ouais. D'accord. Ouais. Ben, c'est-à-dire que ça n'a pas cette puissance et cette marque, voilà, cette marque. Il n'y a pas une résonance à l'international qui est celle qu'a permis le cinéma direct auparavant, non. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. Il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci, Franck. Merci d'être venu.